Eh bien, bonjour Eric. Bonjour, bonjour à tous. On te retrouve donc à Rennes-les-Bains, dans le département de l'Aude. Ça change de Nice. Un peu. Il n'y a pas de locum. Ah, aujourd'hui, non. Non. Pas le café oriental, il n'y a pas de... Non plus. Non. Eh bien, déjà, quelles sont tes actualités récentes? Ben, tu le sais, mes actualités récentes, c'est que je bosse je bosse 10 heures par jour depuis 6 mois pour refaire poste par poste la jolie maison que j'ai achetée à la limite du Puy-de-Dôme, près des volcans d'Auvergne. Et donc, mon activité, c'est surtout ça. J'ai quand même écrit un petit supplément pour la réédition d'OVNI et Conscience, qui est épuisé, qui arrive à épuisement, et JMG va à la réalité. On l'a tous fait, plus ou moins. Y en a qui ont eu le temps et la chance d'écrire des textes plus importants. Moi, j'ai écrit 4-5 pages, mais vraiment, ça a été difficile pour moi. Je le faisais à minuit après le boulot, tu vois. Donc, j'y suis arrivé quand même. Ça devrait sortir, je ne sais pas, à la rentrée probablement, une nouvelle édition d'OVNI et Conscience, augmentée donc. Et en ufologie... je suis quand même beaucoup contacté, c'est-à-dire c'est la preuve que le phénomène continue de se manifester. Et il y a des choses qui me reviennent par téléphone alors, ou par mail, ou on me raconte des choses, voilà. Mais je n'ai pas d'activité ufologique au sens où je l'entends. Je ne fais pas de recherche en ce moment, je ne suis pas sur le terrain parce que j'ai pas le temps, je travaille. Donc bon, mais tout ça va se stabiliser petit à petit. Par rapport à ton dernier livre, à la réédition de ton premier ouvrage, est-ce que tu as eu des retombées? Aucune, je pense. Des témoignages en plus? Non, aucune. Le Covid est passé là au milieu, et donc ceux qui cherchaient le livre de partout à n'importe quel prix vont le trouver à un prix correct. En plus, réécrit, c'est la même chose, mais réécrit dans une meilleure syntaxe, et j'ai dû refaire tous les dessins parce que c'était pas possible de les réexploiter, les vieux dessins. C'était à une autre époque, c'était pas possible. Donc j'ai refait tous les dessins, ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai refait les graphiques sur un plan numérique aussi, parce qu'à l'époque c'était tout fait manuellement. Donc le livre est mieux évidemment. Et ma grande satisfaction, c'est que la page de couverture, j'ai réussi à faire passer mon dessin sur Valençol des deux humanoïdes. Voilà, ça c'est bien. En général, l'auteur n'a pas de moyen d'action sur la page de couverture. Donc là c'est bien, je suis très content. Après on verra, petit à petit ça va. Bon, voilà. C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire des idées, pour l'histoire d'une époque. C'est pour ça qu'il a été réédité ce bouquin. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu as participé à la réédition d'OVNI et Conscience, donc 2. Oui. Mais il y a aussi un OVNI et Conscience volume 2 qui a été sorti dernièrement par Fabrice Bonvin. Oui, qui sur les RR5. Oui. Qu'en as-tu pensé? C'est intéressant. J'ai eu le document 1 an avant sa parution. Fabrice me l'a donné l'été dernier en Haute-Savoie. Et donc... je l'ai lu évidemment, bon ça m'a parlé bien sûr. Il faut savoir que cette mise en synthèse de Fabrice relève en fait d'événements très anciens. Ces histoires-là d'essayer d'appeler l'OVNI, c'est-à-dire de prendre une forme d'initiative quand même. Jusqu'à présent, on n'a aucune initiative. Le phénomène a totalement l'initiative. Ça a commencé avec un général, peut-être Uchoa de mémoire, ça remonte loin, au Brésil dans les années 50-60. Ensuite, dans les années 70-80, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites en France par des groupes, notamment, il faut voir là un petit peu l'influence de Pierre Liroudy, où ils ont tenté de se réunir en groupe et d'appeler les ovnis. Ils ont donc tenté de faire des photos. Ils ont vu, alors ils n'ont pas vu une observation au sens où on l'entend, mais ils ont vu des lumières tourner autour du groupe, dans le périmètre, des choses comme ça. Il y a même une photo qui a été faite à partir d'un filtre, où ce serait quelque chose de proche du plasma. Bon. Donc ces expériences ont été tentées. Alors ça évidemment, tout le monde a poussé des cris d'orfraie, évidemment. Mais bon, chacun a le droit de mener ses propres expériences. Et dans la lignée théorique donc de OVNI et Conscience, Fabrice a proposé une application un peu plus pratique qui consiste à partir de ses différents travaux, je rappelle qu'il est de formation, qu'il est psychologue aussi, donc où on pouvait essayer de faire des expériences de groupe, donc comme ça, et d'essayer d'appeler quasiment sur le plan conscientiel, puisque l'aboutissement d'OVNI et Conscience, c'est quand même pour une vision plus idéaliste de ce qu'on appelle la réalité, d'une vision ontologique qui intègre en tout cas une part d'idéalisme dans la conception matérialiste que nous avons. Je parle d'épistémologie là. Voilà. Donc si on suit cette idée-là,
effectivement, il y a une logique à essayer de tenter ce genre d'expérience. Après, comme toujours, il faut voir le résultat. Est-ce qu'on obtient quelque chose ou pas? Oui. Voilà, tout simplement. Il faut rappeler ça. De toute façon, on peut émettre tout un tas de théories et d'hypothèses, on n'a jamais cessé en ufologie, mais toute théorie et hypothèse n'est validée que si elle est vérifiée par l'expérimentation. Donc, moi, comme toujours, hein, je dis toujours que le propre d'un ufologue, c'est d'être curieux et ouvert. Si tu n'es ni l'un ni l'autre, surtout ne fais pas d'ufologie, tu vas devenir cinglé. Donc ça, c'est sûr. Et dans ce genre de cas, on reste ouvert et on voit s'il y a des résultats, tout simplement. Alors, quel cas t'a plus marqué durant des années de recherche sur les RR3? Alors, d'un point de vue structurel, émotionnel, je dirais, c'est le cas du bois des Pranes. Sur la dizaine de cas que j'ai enquêté de RR3, que j'ai eu la chance d'enquêter, c'est vraiment, c'est venu à moi. Il y a 3 cas quand même assez lourds de mon point de vue. C'est le cas du bois des Pranes, qui à mon avis est un cas d'école qui est assez extraordinaire. Le plus gros cas français selon moi, qui est le cas de la Colle-sur-Loup, puisque ça dure 2 heures, il y a 6 témoins, les gendarmes sont là le matin, il y a des traces de radioactivité, enfin c'est un très très gros truc d'ailleurs qui n'est plus accessible aujourd'hui, le rapport n'est pas accessible, donc ça c'est un très gros truc. Et puis je dirais sur un... Alors si on change un petit peu d'angle d'approche, c'est sans doute le cas de Beau Soleil, qui s'est déroulé en juillet 51, et dont j'ai eu la chance, encore une fois, d'interviewer le dernier témoin survivant, c'était la femme, qui a peut-être le plus de signification et d'impact à mes yeux, pour certaines raisons très précises. Voilà. Ça, et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir à l'époque de toute façon, que l'on ne pouvait même pas voir quand je l'ai enquêté en 76, et ça s'est révélé dans la profondeur historique, sur le temps long, donc, au fur et à mesure de mes recherches, hein, j'ai fini par faire des relations avec certaines autres choses. Mais j'en parlerai demain à la conférence, c'est vraiment quelque chose de très étonnant, cette histoire-là. Voilà, ça c'est une histoire qui nous interpelle vraiment. Oui. Mais disons que le cas du bois des Pranes... Je connaissais l'histoire, hein. Elle est très particulière. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dès le départ, que dès après la Seconde Guerre mondiale, ce cas n'est pas isolé, contrairement à ce qu'on croit. Ah non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont exactement quasiment les mêmes. Donc c'est une véritable rupture par rapport à l'idée qui s'est imposée à l'époque, si tu veux. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Merci Eric. Alors, la deuxième question que je veux te poser, bon ça remonte aux années 70, c'est que penses-tu du cas argentin de l'usine automobile Icaro à Santa Isabel en 1972? Alors, de mémoire, c'est un cas où un gardien de nuit a vu un être qui avait une forme assez bizarre. Alors, c'était des géants. Oui. Je dois avoir un visuel. Parce qu'il fait tous les cas aussi en visuel, lui. Ah, c'est bien. Oui, non, mais il faut pour avoir une représentation, une idée. Alors, c'est celui-ci. Ce cas-là, de 72. Celui-là? Oui. Qui a été évoqué dans le bouquin de bande dessinée Lob et Gigi. Oui. C'est un cas qui est entre le cas d'Im Jarvi, on le voit avec le personnage au-dessus. À Im Jarvi, il y avait quelque chose comme ça pour le personnage. Quant au-dessous, évidemment, c'est totalement surréaliste. Et ça fait partie de l'absurdité dans notre vision à nous, évidemment. L'absurdité parce qu'on n'a pas les théories, on n'a pas la grille pour comprendre ça. Je parlerai moi d'apparitions complètement surréalistes, mais c'est en relation avec ce qu'avait dit Aimé Michel, hein, ce qu'il m'avait dit à moi. Il y a nécessairement derrière cette hyperphysique une conscience, qu'il a mise au point d'ailleurs, cette hyperphysique, et comme on ne connaît pas le taux d'incommensurabilité, il faut s'attendre, alors je reprends les propos exacts d'Aimé Michel, il faut s'attendre à trouver des choses au plus haut niveau d'étrangeté et donc d'absurdité. Oui. Et ce cas-là, il y en a d'autres, rentrent dans cette catégorie-là. Pour nous, c'est absolument incompréhensible, c'est un véritable carnaval. D'ailleurs, je reprends l'expression de... Et ce qui est marrant avec ce cas-là, c'est que ça a duré. Oui. Ça s'est reproduit 2 fois, en fait. Oui. Mais il y a souvent une répétitivité des cas sur plusieurs jours, c'est ce que j'appelle la territorialité.
ça se reproduit et ensuite ça disparaît à jamais, ou ça peut réémerger 20 ans plus tard, c'est une possibilité. Ça vient d'arriver en partie dans un cas qui n'est pas très connu encore, pour Socorro. Il y a eu un cas qui a des liens avec Socorro, qui s'est déroulé il y a 2 ans dans le Haut-Var. Et j'ai eu le témoin au téléphone. Je l'ai un peu calmé, d'ailleurs, parce qu'il était assez impressionné par ce qui s'était passé. Et il y a un lien avec Socorro, et le phénomène a mis en scène un lien avec Socorro, un double lien avec Socorro. Donc c'est très, très intéressant et très impressionnant aussi. Voilà. Mais ces cas, il y a beaucoup de cas que je qualifierais de surréalistes dans les RR3, c'est sûr. Et ce sont des cas, bien sûr, qui comment dire, suscitent un biais cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas les voir, tout simplement parce que ça dérange, et c'est normal que ça dérange. Mais moi, je pense que si le cas a été réellement enquêté, qu'on connaît les sources, qu'il faut avoir la force de le regarder en face, parce que ça peut nous apporter des informations très importantes. C'est un cas qui est connu en Argentine. Oui, il y a beaucoup de cas en Argentine, hein. C'est un des pays où il y a le plus de... Donc voilà, c'est un cas que je qualifierais de surréaliste. Voilà. D'accord, merci Eric. Le cas des Villers de 1970, faut-il le considérer comme ufologique ou autre? Alors ça c'est la grande question. Je me suis toujours posé la question. Oui, ben moi aussi je me suis toujours la posée. J'ai enquêté à l'époque, c'était en 76 par là, avec mon ami Henri Julien, François Garde, de temps. Donc j'ai enquêté sur un cas qui s'était déroulé dans les environs de Cannes, sur la Côte d'Azur, en 1931. C'est un chauffeur de bus qui avait vu, alors il pleuvait, il avait des passagers, une partie ont vu, il y a eu une espèce de trombe qui s'est ouverte comme ça dans la pluie, devant, hein, et il a vu un personnage avec une sorte de tenue blanche, une ceinture bleue, voilée, et à un moment, ce personnage, très rapidement, est remonté en lévitation et est rentré dans un nuage gris lisse, qui est parti à toute vitesse. Il a été vu à Nice, d'ailleurs, quelques minutes plus tard. Donc, ce cas que le témoin a pris, à juste titre, me semble-t-il, pour une apparition mariale. D'ailleurs, il est devenu très, très chrétien, catholique. Enfin, bon, voilà. C'est marqué comme ça dans les bases de données, apparition mariale. Oui. Je suis encore aujourd'hui incapable de vous dire, de trancher, est-ce que c'est une apparition mariale ou une apparition ufologique? Parce que la façon dont c'est remonté, et surtout ce nuage gris lisse qui part, ça fait penser à de l'ufologie, évidemment, à notre sujet. Le reste, c'est vrai que ça fait penser à une BVM, comme on dit, une Bienheureuse Vierge Marie. Donc c'est un peu pareil pour le cas des Villers, d'autant plus que j'en avais discuté avec Jean Tirode, que j'ai vu 6 mois avant son décès. Il est très particulier ce cas-là, c'est vrai qu'avec les personnages, la créature, là... Voilà, son fils a été impliqué dans cette histoire, hein, à Villers. Donc c'est un petit peu la même réflexion que pour le cas de Cannes. Je suis incapable de vraiment trancher entre un cas purement folklorique, mais ce qui pose d'énormes problèmes. Il ne suffit pas de dire c'est un cas folklorique, oui, mais il y a quand même un contenu. Il y avait des traces de ce chien gigantesque qui ont été photographiées et qui malheureusement ont disparu dans le Grand Brasier, enfin, comme tu sais après. Il n'y avait pas le seau à l'époque. Non, hélas. Voilà. Donc, même Jean Tirode n'avait pas un avis tranché là-dessus. Il est vrai qu'aucun objet n'a été vu, que les travaux de Lagarde montrent que ce personnage correspondait au sauterelle, qui est très connu quand on se réfère à Henri d'Hontanville et le folklore de la France profonde. On pensait à des élémentaux. Oui, on est plutôt dans un cas folklorique quand même que dans un cas ufologique, ce qui ne résout aucune question, je suis d'accord. Mais si on doit trancher, je trancherai alors là plutôt pour ça. Alors Eric, quel cas récent te passionne le plus? Alors un cas tout récent, c'est ce cas qui s'est passé dans le Haut-Var il y a 2 ans, où le gars qui travaillait, le témoin qui travaillait sur une structure où en fait on stocke des explosifs pour le bâtiment, de la dynamite. Alors il a vu un objet, un cigare métallique dans le ciel, assez grand, hein, qui était un peu pendulaire dans son activité et qui a foutu le camp. Alors ça l'a énormément choqué évidemment, mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il a, le soir même, il a vu apparaître dans sa tête un signe. D'accord? Et c'est quelqu'un que je connais bien qui m'a passé le cas et qui m'a demandé de l'appeler pour le calmer un peu parce qu'il était vraiment très remonté avec ça.
Et je lui ai dit, mais explique-moi ce que c'est que ce signe. Elle me l'a décrit, et tout de suite j'ai fait la relation, évidemment. C'est le signe observé à Socorro sur l'engin. D'accord. Ah oui. Bon. Et le type l'a eu dans la tête pendant des mois, hein, cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'il est très perturbé. Et alors, le meilleur de l'affaire, c'est que quand tu regardes par Google Earth l'endroit où ça s'est passé dans le Haut-Var, qui est un endroit très désert, tu as une sorte de piste qui ressemble un peu à une piste d'un aérodrome, une piste d'atterrissage. Hein. Au bout, tu as le bâtiment où est stockée la dynamite, et sur les deux côtés, tu as deux petits chemins bétonnés aussi qui partent comme ça. Autrement dit, le signe de secours. C'est le signe de secours. Alors, après, une fois qu'on constate ça, évidemment, c'est absurde, c'est incompréhensible, c'est tout ce que tu veux. Ça veut dire que cette intelligence a ciblé un témoin dans un espace topographique particulier qui était semblable donc dans la forme à Socorro, au signe vu à Socorro, et qui lui a en plus projeté dans la tête, si besoin en était, le dessin. D'accord. Quand même extraordinaire. Ah oui, oui, carrément. À 60 ans d'écart, à peu près. Oui, c'est ça, à peu près 60 ans d'écart, oui. Pas tout à fait. Donc voilà. Voilà, ça c'est le cas le plus récent que... Il y a un autre cas, il y a une fille qui m'a téléphoné à la demande d'un ami, qui a vécu... alors c'était pendant le confinement, elle rentrait à toute vitesse parce qu'il faisait déjà nuit, c'était en octobre, je crois, octobre ou novembre, à Nice, hein, en plein milieu de la ville, et elle devait être à même pas 2 bornes de l'aéroport. Hein. Elle s'est retrouvée à un feu rouge, donc obligée d'être arrêtée dans sa voiture, il n'y avait personne, face à un objet énorme, avec des espèces de plots, comme des plots d'atterrissage en dessous, entre deux maisons, à une certaine distance qu'elle n'a pas su préciser, mais c'était pas très loin quand même, hein. Peut-être pas une RR1, mais pas très loin. Elle est restée 3 minutes face à cet objet, complètement scotché, et l'objet est parti à toute vitesse, et elle est restée comme ça, elle a redémarré. Alors, si le cas est recevable, c'est typique de la manière dont opère ce phénomène, parce que je rappelle qu'on est à 2 km de l'aéroport de Nice. Normalement, tout aurait dû sonner sur un truc gros, c'était pas une libellule. Donc, voilà. Et ça, apparemment, à moins qu'ils aient... bon, tu sais comment ça va directement dans le disque dur quand c'est pas identifié comme un avion. Donc, au niveau des radars. Donc, peut-être, mais je suis quand même étonné en pleine ville, alors je veux bien, c'était la nuit, il y a le confinement, il pleuvait un peu, d'accord. Mais c'est quand même étonnant et je pense assez typique de la manière dont ça apparaît. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, que c'est insaisissable en fait. Voilà. D'accord, merci Eric. Alors Eric, oui. Tu as un petit peu travaillé sur l'ARR3 de la grand-mère de Bruno. Oui. Qu'en as-tu pensé? Ben, j'ai pensé que, comment dire, c'est en fait une queue de typhon de la vague de 54, d'abord, c'est la première chose qu'on peut dire. Généralement, les vagues, c'est un peu comme des secousses sismiques, si tu veux. Il y a des petites répliques comme ça dans le temps, puisque dans le temps, justement, dans la profondeur historique, on s'aperçoit que la vague de 54 n'était pas du tout intégralement ciblée sur la France, mais qu'il y a eu des cas en Afrique du Nord, qu'il y en a eu plein en Italie, il y en a eu une vingtaine en Italie. Bon. Et on sait qu'elle a apparemment un peu débordé, donc voilà. Et 55, on est un petit peu dans cette affaire-là, qui est assez extraordinaire. Donc là, on est dans le cadre du secret de famille, ce que j'appelle moi le secret de famille, c'est-à-dire que tous les cas très anciens, avant 47, pratiquement sont des secrets de famille. C'est-à-dire que la mère a vécu ça, elle en a parlé à sa fille, qu'elle a parlé à sa fille, et à un certain moment, ça sort. Je viens de travailler sur un cas qui s'est déroulé, qui est extraordinaire, hein, qui s'est déroulé en juin 1914, donc 2 mois avant le début de la Première Guerre mondiale. Et le gars, qui était un boulanger, rentre à 4 h du matin en Allemagne, hein, à Hambourg, et il se trouve face à ce qu'il identifie immédiatement comme un Zeppelin. Bon, bien que c'était un peu plus petit quand même, mais c'était quand même volumineux. Donc c'était là, en sustentation, dans un terrain vague, au-dessus et puis au-dessus du sol. Et puis, alors la différence, c'est qu'il y avait 5 fenêtres, grosses fenêtres, avec une luminosité, il y avait une luminosité incroyable, ce qui ne pouvait pas être le cas d'un Zeppelin. Et tout d'un coup, il voit 4 petits hommes qui s'affairent autour. Et dès qu'il est vu, du moins en apparence, les 4 petits hommes remontent par une échelle. Il y a le bruit d'une baie coulissante qui se referme. Et le truc, avec une luminosité extraordinaire, fout le camp à toute vitesse. Voilà. Ça, le père en a parlé immédiatement à sa fille le lendemain et lui a fait jurer de ne pas en parler avant sa mort.
Il est mort en 1935, le père, et la fille l'a révélé dans les années 60 à des ufologues allemands. Voilà, c'est un cas qui est peu connu en France et qui est extrêmement instructif quand on commence à l'analyser. Et dérangeant, naturellement. Il est très dérangeant, ce cas. Et il n'existe plus dérangeant, que j'ai retrouvé. Donc, voilà. Merci Eric. Et c'est quoi l'autre dérangeant que tu as C'est le cas d'Aldeburgh en 1916 en Angleterre, et qui n'est pas connu en France. Oui. J'en parlerai demain. D'accord. Je ne connais pas celui-ci. Non, il est peu connu en Ah bah France. oui, je peux Tu veux poser des questions par rapport à la retraite de ta grand-mère, éventuellement? Ah bah ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec d'autres cas. Oui. J'ai fait des sûr. rapprochements, Bien notamment sûr. la boule lumineuse, là. Ça m'a toujours intrigué, ça. Je me dis, tiens, Tu sais, pourquoi il y a cette la boule sœur sans lumineuse? Zénon. Oui, les lumières dans la main, oui. Et puis ça a un aspect symbolique aussi, la lumière dans la main. Comme si qu'il cherchait quelque chose au Oui, sol. oui, enfin, oui. Mais symboliquement, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que je peux disposer d'une connaissance qui est largement Et ce qui est marrant avec le cas de ma grand-mère, c'est que je te la donne. il y avait une cette connaissance. totale ignorance aussi. J'ai l'impression que ces êtres-là, ils ignoraient la présence de ma grand-mère. Oui, mais ça c'est... Complètement. Oui, bien sûr. Mais ça, C'était- faut pas y compter. Hein, ça. Oui, oui. Non. Il savait parfaitement que ta grand-mère était là. Et je pense que le phénomène s'est produit parce que ta grand-mère était là. Voilà. Merci. Voilà. Il faut pas se... Dans ces histoires, les apparences sont extrêmement trompeuses. Elles nous ont abusés pendant des décennies d'ailleurs. Elles nous ont abusés. Et c'est toujours... Il y a des histoires très lourdes là derrière. C'est la question du hasard. Et quand on parle de hasard ou de chance, qui revient à peu près au même, hein, tous les témoins te disent ça. J'ai pas eu de chance, me dit un témoin. Hein. Rendez compte, monsieur? Moi, je livre tous les soirs, je fais ça, je livre mes journaux à Digne. Je suis sur la route après Castellane, sur les grandes routes qui mènent à Digne. J'ai pas eu de chance. Je prends un virage, il y a 1 kilomètre de ligne droite, et je tombe sur ce que je pense être un camion qui brûle. Alors je fonce, j'arrive dessus, je me rends compte que c'est pas un camion, ça brûle. Et j'ai eu la peur de ma vie, j'ai pas eu de chance. Mais je lui ai rien dit. J'ai bien pris le témoignage, mais j'ai rien dit. Ça sert à rien. Je pouvais pas lui dire, vous étiez attendu et ça s'est passé par rapport à vous. Et ça, c'est la grande découverte de l'ufologie française et d'Aimé Michel dans les années 70-80. Et tu ne peux pas t'en rendre compte sur 10-20 cas. Il faut lire 200-300 cas. Et le jour commence à se faire, tu dis, mais attends. Ah bah, parce qu'en plus, dans la façon dont ça commence, ce à quoi on ne s'intéresse jamais, il n'y a que 3 outils qui sont utilisés. Même les 3 mêmes, toujours. L'avant-observation. Que faisait le témoin avant de voir? Aussi, oui. Aussi. Oui. On s'intéresse pas. Hein. Non, ça n'intéresse pas. Mais le témoin n'intéresse pas lui-même. Il n'y a pas de... C'est normal, on n'a pas le temps, tu peux pas. Et puis on n'est pas des policiers non plus, on peut pas. On n'est pas des psychiatres non plus, on n'est pas des psychologues. Tu peux pas passer ton temps à interroger le témoin sur les aspects de sa vie. J'ai enquêté un cas il y a 3-4 ans. Et je suis un peu mortifié parce que... Alors c'était un cas sans ovni, où il s'est passé quelque chose de très bizarre. Et j'ai eu le déclic il n'y a pas longtemps. Voilà, donc le déclic s'est fait et j'ai compris ce qui s'était passé. Et la théorie, elle existe depuis 1950. Et je le savais, je l'avais lu le livre. J'aurais dû comprendre presque tout de suite. Mais non, il me manquait quelques éléments, mais rien. Hein. Et clac, ça s'est mis en place d'un coup comme ça. Pendant que je travaillais. J'ai dit, bon Dieu, c'est ça. Mais évidemment, c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec l'ufologie. Voilà. Donc il faut faire attention, surtout quand il n'y a pas d'objet. Il faut faire attention. Et il faut prendre le temps aussi. Parce que la synthèse, elle s'opère des fois malgré toi, tu vois, dans ton inconscient, et ça vient à la conscience, et clac, ça se met en place comme ça. C'est l'intérêt de ce qu'on fait aussi. Mais tout à l'heure, tu disais que le fait que les entités avaient des sphères dans la connaissance, et t'es passé à un autre sujet. Oui. Quelque part, si on passe sur un plan symbolique. Or, le symbolisme joue pour certaines raisons un rôle important dans ces apparitions. Je vous raconterai, j'en parlerai demain. La personne qui a une boule de lumière dans les mains, si tu veux, c'est qu'elle est sur un plan supérieur et qu'elle détient une connaissance qu'elle peut te communiquer. C'est ça symboliquement. Aussi. Donc c'est un angle d'approche, c'est pas l'unique, il ne faut pas que ce soit l'unique. Le défaut un peu des années 70 de certains groupes, c'est qu'ils ne voyaient plus que l'aspect symbolique, si tu veux. Or, l'OVNI, c'est quelque chose de beaucoup plus holistique que ça. Tu as des preuves matérielles, tu as des apparences différentes, tu as d'autres angles d'approche, et il faut bien considérer tous ces angles d'approche et ne pas faire d'exclusivité, sinon tu tombes dans une espèce de doxa auto-créée, si tu veux, qui devient vite dogmatique,
Et évidemment, tu rentres dans des choses, tu deviens cinglé, quoi, en fait. Il faut être beaucoup plus ouvert, comme d'habitude. Tu as fait une vidéo chez JMG Éditions sur la fin de l'ufologie. Oui, française en 80, oui. Pourquoi? Parce qu'il me l'a demandé. D'accord. C'était le thème? C'était le thème. Et donc il m'a demandé de parler là-dessus. J'ai parlé 20 minutes à peu près là-dessus, parce que j'ai vécu de l'intérieur ce mouvement. Voilà. Et l'ufologie française la plus brillante du monde, hein, et de loin. Et de loin. Tout ce qu'on sait de manière voilée de ce phénomène, on le sait grâce à l'ufologie française. Et derrière, il y a Aimé Michel. C'est pas compliqué. Donc, elle a malheureusement suscité des tensions telles, notamment autour du concept de l'aspect conscientiel du phénomène, que naturellement, c'est un peu comme une église, où il y a différentes interprétations du même fait, et tout est parti. À un moment, ça a littéralement explosé. Voilà. Je précise que l'avance prise à l'époque par l'ufologie française nous donne toujours l'avantage. Parce que je regarde un peu des congrès à l'extérieur, des fois. Très honnêtement, ils en sont aux années 50 hein, par moment. Et l'ufologie française est toujours devant, grâce à l'acquis de cette époque. Seulement, comme tout le monde ne travaille pas et ignore l'histoire des idées, on part sur des trucs. Je vais te donner un seul exemple, parce que je pourrais t'en donner. Il a toujours été dit que les ovnis émettaient des rayonnements électromagnétiques et mettaient en panne les voitures. D'accord? Et j'ai encore entendu ça hier, c'est pour ça que j'en parle. Quand on connaît un peu l'histoire des idées en ufologie, on sait, on apprend avec surprise des fois, que c'est faux. Et on le sait depuis 1975, qui fait 46 ans quand même. Hein. Claude Poher a beaucoup travaillé là-dessus. Tu sais que le champ électromagnétique décroît avec le carré de la distance, c'est-à-dire qu'il décroît très vite. Et il avait abouti à des calculs que pour mettre en panne une voiture, ça grillerait, il fallait une telle quantité, un tel taux, que ça grillerait immédiatement tous les occupants à l'intérieur, comme si tu mettais la tête dans une micro-ondes finalement. Hein. Et il a été au centre de... Parce qu'il y a des stations d'écoute françaises sur les champs électromagnétiques, notamment à Chambon-la-Forêt de mémoire à l'époque. Il a fait des recherches. Un tel taux aurait immédiatement été détecté par cette station. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu d'anomalie. Donc, l'électromagnétisme n'a rien à voir dans les pannes de voiture. Et moi, je m'en étais aperçu en même temps, à peu près, un peu après, un an ou deux après. Tu sais pourquoi? Quand j'écrivais les apparitions d'humanoïdes, j'ai un peu travaillé là-dessus. Comme le champ décroît instantanément, si un champ très puissant était mis là, il va arriver presque à zéro ici. Tu vois, il devait nécessairement y avoir une corrélation entre la distance du témoin au phénomène. Plus l'objet était près de la voiture, plus ça tombait en panne, plus c'était loin, moins ça tombait en panne. Et tu sais à quel résultat je suis arrivé? Je crois que j'avais trouvé 26 cas, j'ai intégré des cas qui n'étaient pas des RR3. Et bien je suis arrivé au résultat contraire. Plus c'était loin et plus ça tombait en panne. Et alors, ça m'a beaucoup choqué, parce que j'étais à peu près sûr de trouver le résultat que j'attendais. Et je me suis dit, mais pourquoi? Alors j'ai repris tous les cas et j'ai travaillé cas par cas, tu vois, sur les fiches Bristol à l'époque. Et tu sais ce que j'ai trouvé? La panne de voiture n'arrivait que dans une seule circonstance, avant l'apparition, la vision des entités. Autrement dit, je vais te le dire autrement, c'est un outil additionnel de l'ostentation. Voilà. Super. Voilà. Et puis Philippe Guillemant explique, sans doute à juste titre, pourquoi les voitures tombent en panne. Le jour où je lui ai parlé du cas de Sienne, le 17 septembre 1978, il a tiqué immédiatement. Il m'a dit, bah, c'est simple, la voiture s'est jamais arrêtée, parce qu'elle était dans un temps dilaté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le témoin rentre chez sa femme dans une petite route. Il y a un mur en pierre, d'ailleurs, sur le côté. Et tout d'un coup, la voiture commence à ananer. Et il a juste le temps de la mettre un peu sur le côté. Panne complète. Un objet se pose, un petit objet qui va toucher le mur, d'ailleurs, se pose sur la route devant lui. Deux entités, pas patibulaires, mais presque, sortent en lévitation, font le tour de la bagnole. On est en plein dans le scénario habituel. Remontent et l'objet s'en va. Et là, tiens-toi bien, non seulement la voiture redémarre toute seule, mais elle repart toute seule. Et le témoin tente de reprendre le contrôle de la voiture. Quand j'ai dit ça à Philippe, il a capté tout de suite. Il m'a dit, mais
il était dans un temps dilaté, ça ne s'est jamais arrêté, et hop, le phénomène dose de dilatation temporelle s'est résorbé au moment où l'objet est parti, et hop, la voiture est repartie. Ça arrive souvent. Incroyable. Tout à fait. Voilà. Voilà pourquoi la recherche française est toujours la première au monde. Parce que ça, on n'aurait pas pu le trouver ailleurs, je pense. Même si on met de gros moyens, on va penser en termes technologiques, et c'est la faute à ne pas commettre en ufologie. Mais bon, ça c'est difficile à expliquer parce que tout le monde marche sur des projections anthropocentriques. J'ai encore entendu ça il n'y a pas longtemps, avec des propos... et ça aboutit à des histoires comme la panne de voiture avec le champ électromagnétique. Ça a beaucoup été utilisé à toutes les époques, le champ électromagnétique. Notamment, ça touchait le cerveau des témoins. Donc ce que racontait le témoin, c'était un mélange de réalité et de délire mental inconscient, si tu veux. Sauf que, quand il y a des témoins multiples, si cette théorie était vraie, chaque témoin devrait voir quelque chose qui remonte de son propre esprit, donc quelque chose de différent. Oui. Et c'est pas le cas. Et il y a quand même un tiers de témoins multiples dans les RR3. Donc la théorie est toute émise par un immense personnage est totalement fausse. Voilà. Et ça, tu ne peux le connaître que par l'histoire des idées et le travail sur le fond. Voilà. Est-ce que l'ufologie actuelle, qui est très virtuelle hein, quand on regarde bien, oui, est en quête de terrain? Non, ben, y a de moins en moins de monde sur le terrain, évidemment, à part quelques purs et durs, hein, je dirais. Il y a encore de grands enquêteurs, mais c'est souvent des anciens. Moi, j'ai rencontré des enquêteurs, les types, ils avaient fait 500 enquêtes. Ils avaient passé leur vie. Moi, ça fait 50 ans que je suis sur le terrain, j'ai pas fait 500, même pas 100. C'est parce que bon, c'est un peu plus cyclique aussi, je fais de la recherche en même temps. Bon. Mais les gars bossaient, c'est sûr que les cas arrivaient. Aujourd'hui, il y a encore des cas, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les témoins, alors ils parlent un peu sur les réseaux sociaux, mais ils ne trouvent pas quelqu'un à qui parler. Voilà, c'est aussi simple que ça. À l'époque, il y avait 400 associations, alors c'était un foutoir terrible, ils se mettaient tous dessus, enfin c'était la catastrophe. Mais l'information remontait par des grosses revues comme Lumière dans la nuit, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Donc, où est-ce que les témoins finissent par ne parlent pas, et si tu veux, l'anecdote, quand c'est pas trop choquant, traumatisant, ça finit par être enseveli sous l'amoncellement du quotidien, si tu veux. Tu vois. Et puis à un moment, dans une conversation, elle dit ouais, moi j'ai vu un truc, ça devait être en 83 ou 84, je sais plus, parce qu'évidemment ils n'ont pas noté, même moi, quand j'ai vu quelque chose, j'ai pas noté le jour exact, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc voilà, ça marche comme ça. Donc c'est sûr que tu fais pas de l'ufologie sur les réseaux sociaux, tu le fais en termes de recherche, bien sûr, en cherchant des choses, mais sur le terrain, à la source, dans ce que j'appelle l'interface humaine. La première chose à faire, c'est de se connecter à l'interface humaine. Et regarder les témoins dans les yeux et voir un peu de quoi il en retourne. Tu n'apprends pas ça dans les livres. Tu ne connais pas ton métier dans les livres. C'est pas vrai. Nous, c'est ce qu'on a remarqué depuis qu'on fait des enquêtes. Eh bien oui, ça revient. Les livres, c'est intéressant, mais après, sur un autre plan. Oui. Il faut lire, effectivement. Bon, il faut travailler. Mais d'abord, le terrain. Et c'est ce que m'avait dit Aimé Michel, hein, d'ailleurs. Il faut se connecter à... moi, j'appelle ça l'interface humaine. Parce que l'ufologie, c'est quoi? C'est quasiment 100% de témoignages humains, parfois additionné d'éléments plus objectifs, bien sûr, mais c'est toujours du témoignage humain. Donc l'humain, d'un constat, est inséparable du phénomène. C'est par lui qu'on sait qu'il existe, et c'est par lui qu'un certain nombre d'informations nous parviennent. Et la grande découverte d'Aimé Michel et de ses proches dans les années 70-80, c'est qu'il y a une prise derrière, qu'on ne voit pas. C'est que le phénomène utilise aussi l'interface humaine pour nous communiquer d'une façon très particulière et très lente un certain nombre de choses. Voilà. Ça, et c'est pour ça que l'ufologie française garde de l'avance. Parce que ça, peu l'ont compris, et même s'ils l'ont entendu, ils ne sont pas prêts à l'admettre. Or, c'est bien, je pense, hein, que c'est bien à ça que nous avons affaire. Et à l'heure actuelle, où en es-tu dans tes recherches sur le phénomène, sur ce qu'il veut? Alors, à l'heure actuelle, je travaille sur, on va dire un ouvrage qui sera édité ou pas, je ne sais pas, sur les ovnis d'avant 47. Quand émerge ce phénomène, dans quelles conditions, qu'est-ce qui nous montre,
donc j'ai fait tout un travail de recherche sur des catalogues. C'est long, c'est fastidieux, et puis c'est démoralisant parce que tu n'es jamais sûr à 100%, évidemment tu n'y étais pas, de la fiabilité des cas. Alors il y a des règles, hein. Il faut que les sources soient traçables et que le mec soit connu, il faut qu'il y ait une enquête d'un ufologue ou d'un organisme, et puis il y a certaines choses aussi. Donc je travaille en termes de fiabilité pour avoir un échantillonnage, si tu veux, dans lequel, on va dire, j'ai relativement confiance. Tu ne peux pas avoir confiance à 100% non plus. Tu n'es jamais à l'abri de surprises, mais c'est la règle du jeu. C'est un peu le talon d'Achille de l'ufologie, ça. Donc, je travaille là-dessus jusqu'en 1947. Ensuite, je partirai sur certaines choses qui nous ont été montrées, visiblement. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, je travaille effectivement là-dessus. Voilà, je suis pas mal avancé. D'accord. Et je me suis tapé un livre, que je pourrais vous en parler, mais... Bon, tu me connais, j'ai l'habitude de lire des documents universitaires, je ne manque pas de culture, de toute façon tout historien c'est de la culture. Je souffre le martyre depuis 2 ans, le martyre. Mais je reviens page par page, je prends des notes, ça n'a apparemment rien à voir avec l'ufologie, et pourtant ça a à mon avis tout à voir. Et donc je vais en parler. C'est ce qu'on disait auparavant dans d'anciennes interviews. Il y en a qui croient qu'un livre d'OVNI c'est comme un livre à la plage, tu lis. Puis il y a les autres qui prennent ça comme des cours d'ufologie, surlignés à mort. Oui. Et ben oui. En ufologie, si tu n'as pas certains livres sur ton livre de chevet, sur ta table de chevet, qui ne parlent en rien d'ufologie et qui sont pourtant fondamentaux pour nous, tu vas pas très loin. C'est-à-dire que tu t'élèves pas, quoi. Tu n'as pas une vision un petit peu élevée. Voilà. Donc il faut lire Jean-François Housset, il faut lire Jean Stone, il faut lire Thomas Samuel Kuhn, il faut lire des choses comme ça, et là tout de suite tu vas faire des analogies, tu dis mais pourtant, mais bon sang, voilà, ça explique ça, ça explique ça. Voilà, c'est la réponse à certaines questions. Tu te rends compte que la bouillabaisse, des fois... Le grand problème de la recherche en ufologie, c'est le brouillage humain. Il suffit de lire des catalogues, il suffit de compulser des catalogues et tu comprends à quoi tu as affaire. Moi j'en ai connu beaucoup qui sont partis billes en tête et puis ils ont abandonné au bout d'un moment, c'était honnête. Ils ont dit je ne peux pas construire un échantillonnage crédible, j'y arrive pas. C'est pas sûr du tout ça, on travaille sur du vent. Là. Alors tu as quand même des cas très crédibles avec des enquêtes, des machins, des bons. Mais ça se réduit drastiquement. Moi je suis arrivé à peu près à 4% de cas recevables sur 6000. À partir du catalogue Rosales, où c'est un fourre-tout, il y a 16 000 cas, mais il met tout dedans, n'importe quoi. Donc il reste 6 000 cas d'ufologie, après un premier tri, le reste c'est pas de l'ufologie. Et quand tu fais le tri en fonction de où sont les sources, qui a fait quoi là, dans cette affaire, qui a transmis quoi, qui a fait quoi, tu vois, est-ce qu'il y a une enquête? Et puis tu le vois aux données fournies par le cas. Si tu n'as pas de données, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête. Bon. Et tu arrives à peu près à 4%. Ce qui est très faible. Oui. Moi, je voudrais qu'il y ait 10%, par exemple. Ça changerait la donne. Alors, ça ne veut pas dire que tout est faux en dehors de ça, hein, mais tu as un doute, évidemment. Tu te dis, voilà. Et tu travailles sur 4%. Alors, ça fait quand même 300-400 cas, c'est ce que j'ai en tête. Mais, bon, on fait ce qu'on peut à partir de ce qu'on a. Hein, c'est les problématiques de la recherche. Et c'est le talon d'Achille de l'ufologie. Hein. Et ça, c'est humain. C'est humain. Parce que quelle est la différence entre un recueil et une enquête? Un recueil. Alors tu peux recueillir un témoignage sur un bar, dans un coin de bistrot, le type te raconte, moi il y a eu ça à une époque, boum boum bam, tu prends des notes et ça va te faire un recueil de ce qu'a dit le gars. C'est pas une enquête, effectivement, t'as pas été seul avec lui pendant un moment à te poser un tas de questions, t'as pas fait de recherche toi pour essayer de retrouver la date exacte, à quelle heure c'était le témoin, non, c'est trop rien. Voilà, tout ça. De toute façon, il y a une règle simple, hein, gardez-la à l'esprit. Quand dans des témoignages, vous voyez qu'il n'y a ni le temps estimé d'observation, je ne dis pas du temps réel, le temps estimé d'observation par le témoin, et la distance à peu près où ça s'est passé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enquête. Ah, c'est aussi simple que ça. C'est deux trucs très simples. C'est des choses à retenir. Voilà, on a posé nos questions, hein, mais après on n'avait pas le matériel. Oui. Mais... Un enquêteur, la première chose qu'il demande, quand est-ce que ça s'est passé? Et s'il n'arrive pas à avoir la date, moi je sais que j'essaie de voir, est-ce qu'il y avait la pleine lune, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un élément dont nous on essaie d'avoir un peu de renseignements. Et vous avez vu, c'était à quelle distance approximativement? Oui.
Et vous avez vu ça pendant combien de temps approximativement dans votre idée? Voilà, ça c'est les premières questions, parce que normalement quand tu fais une enquête, tu laisses parler le gars, tu enregistres tout, tu notes, et ensuite tu reprends tout. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Tu reprends tout en posant les questions. C'est ça. Voilà. Et je te dis, s'il n'y a pas la distance et le temps d'observation à peu près, il n'y a pas eu d'enquête. En fait, ça signifie ça. Et après, alors si tu fais de la recherche là-dessus, c'est encore autre chose. Ton cas, tu traces une ligne droite. Tac. Tu le divises en 3. Tu as la manière dont ça commence, la manière dont ça se termine. La manière dont ça se termine, quelles que soient les modalités, tu la connais. Quand tu commences à lire le cas, c'est réglé. C'est élusif. En revanche, la manière dont ça commence, ça c'est important. Et on ne le fait jamais. Personne ne s'en occupe. Or, il n'y a que 3 outils à l'ostentation. L'ostentation repose sur 3 outils fondamentaux. C'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est pas compliqué. Une fois que tu l'as compris, c'est toujours la même chose. Et ensuite, la séquence proprement dite, il faut la séquencer justement. Tu séquences tout. Et c'est comme ça que tu remontes c'est comme ça que tu remontes certaines caractéristiques que tu vas mettre dans les caractéristiques si tu as un tableau par exemple. Et si tu fais bien attention, tu as un élément qui est une rupture toujours à l'intérieur. Toujours. Tu as un élément. Et c'est cet élément-là qu'il faut récupérer. Et ça, tu ne peux le récupérer. Alors si tu as l'habitude, tu le vois. Sinon, tu le récupères en faisant ça, le séquençage. Et tu as cet élément qui sort. Cet élément-là, il faut le sortir et le mettre. Parce que c'est comme un puzzle. Tu as un tableau avec un puzzle. Et c'est un élément du puzzle. Tu mets tout ça. Et quand tu arrives sur 300-400 cas, tu finis par arriver avec quelque chose où tu as une idée beaucoup plus précise de ce qui est en train de se passer quand même. Alors c'est parfois des choses totalement... Je te donne un seul exemple, et tous les cas, le cas de Raveo en 1947 en Italie, dans le Friuli. Très connu, le milieu ufologique italien partagé en deux là-dessus, 50% sont à fond, d'autres en doute. Bon. Il est, je vais le reconnaître tout de suite, il est là. Bon. Tout le monde connaît le cas, c'est un des premiers cas où le petit tête sort un tube, le témoin, pareil, tombe la pioche, enfin bon. Il y a même un autre truc dont je me suis rendu compte après qui est assez amusant. Quel est l'élément qui aurait dû nous alerter à l'époque et que par un biais cognitif, évidemment, on n'a pas vu? Tu vois le cas, quel est l'élément? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser. Séquence. Et sort l'élément. Un truc de rien que te dit le témoin. Bien sûr. Et bien cet élément, c'est qu'au moment où les êtres ont réintégré l'objet qui était rouge et planté, pas dans une falaise, mais dans un ébouli, il lui semble il est quasiment sûr que l'objet a rétréci de forme avant de partir à toute vitesse dans le ciel. Ah oui. Ah, tu vois, c'est important ça. Voilà l'élément qui est caché dedans, qu'on ne veut pas voir, il y a un biais cognitif dessus chaque fois. Et voilà l'élément qu'il faut sortir. Après, tu en as d'autres, tu as leurs mains. Qui étaient, des doubles mains, des doubles mains, comme ça. Oui, comme des pinces. Voilà. Et bien je vais te surprendre. C'est un élément terrestre. Dans l'Himalaya, et c'est un problème génétique dû aux hautes vallées montagnardes, effectivement, et dans le Frioul, on est dans une haute vallée montagnarde. J'ai vu, moi, dans l'Himalaya, des enfants qui avaient ça. C'est une tare génétique qui part à partir du pouce. Et ça pousse comme ça, tu as les doigts, et les doigts se doublent. Oui. Alors les enfants le savent, ils cachent leurs mains, tu sais, ils ont 8 doigts à chaque main. J'ai vu ça dans l'Himalaya. Alors j'aurais voulu faire une photo, mais j'ai pas osé, ça aurait été indécent. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de s'adapter au milieu montagnard pour pouvoir mieux grimper? Non, je crois que c'est une tare génétique qui se développe dans les... Alors je sais pas pourquoi, dans les... Alors c'est connu médicalement, moi j'en ai parlé à un gars, il me dit, un médecin, il connaissait tout. D'ailleurs, j'étais avec un médecin, il m'a dit, oui, c'est connu. Voilà, tu cherches, il y a des photos et tout. Bon, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir ça en 84, quand j'étais encore dans l'Himalaya, alors que je connaissais déjà le cas de Raveo. Et j'ai fait la relation tout de suite. J'ai dit, mais... Et oui, il y a un aspect mimétique dans le phénomène. C'est comme ceux qui ont vu partir un ovni posé au sol avec une croix gammée dessus en 47 ou 54. Alors tout le monde, après, évidemment, tout le monde, c'est les nazis, les soucoupes nazis. Mon œil, oui. On est dans un aspect mimétique. Comme dans le Zeppelin de Hambourg, en 14. Exact. On est dans un aspect mimétique. Comme la vague de 97 aux États-Unis, remarquablement étudiée par Eddie Bullard. Ah oui. Un grand universitaire américain, qui a dit, en vérité, il y a eu 3 ou 4 000 cas.
parce que les fermiers du Mid West n'ont pas parlé. Voilà. Et le phénomène évoluait à 150 km/h, c'était des dirigeables, avec un bric-à-brac technologique impossible dessus, et le phénomène, il conclut en disant, le phénomène voulait être vu. Bah si, moi je suis un peu inquiète de ce qui se passe avec les contactés en fait. Oui. Et sur le fait que par moment tu ne sais pas où se situe, est-ce qu'ils ont un discours qui est lucide ou est-ce qu'ils pourraient être sous une certaine forme manipulés sans s'en rendre compte? Parce que je suis très étonnée du côté contradictoire. Ah oui, oui, oui. Alors il y a un livre, enfin il n'y a pas un livre, il y a une bande dessinée, j'ai oublié le nom. C'est un Espagnol, je crois, il a fait 2 volumes, et j'en avais un, je crois que je l'ai passé à Jessica, parce que ça pouvait éventuellement ça pouvait l'intéresser. Et tu as affaire un petit peu à ce qui nous est raconté dans les contactés là. Alors c'est très coloré, c'est tout un tas de visions, je suis médium. C'est ce que j'ai entendu ce matin chez... Voilà, on est là en plein dedans. Mes amis me parlent venant de Sirius, machin, enfin c'est ça, c'est toujours ça, ça a toujours été ça. Alors après tu as eu des discours un peu plus structurés, par exemple Jean Monnet, je sais pas si tu connais, contacté Bon, c'était un peu plus structuré. Je discutais également hier soir avec Jean-Pierre Monteis, que j'avais pas revu depuis 45 ans, qui est une immense culture et un grand spécialiste de Rennes-le-Château. C'est celui qui a enquêté sur Roselyne Cole. Et pendant un an, il allait la voir, il me disait, ils étaient très amis, il allait la voir une après-midi par semaine, et il enregistrait, il a tous les enregistrements, il a je sais pas combien, 100 heures d'enregistrement de Roselyne Cole. Et tu sais qu'elle avait un doigt plus long que l'autre, et l'information passait par son doigt. On est dans un cas de contacté typique. Évidemment, tu n'y étais pas, c'était en 52, dans le jardin, avec 4 personnages, dont un terrien, ce qu'elle a raconté. Quelle est la part de vérité, je ne dis pas de réalité même, quelle est la part de vérité, au sens de la Aletheia, là-dedans? Moi, j'ai toujours eu des doutes, mais alors, hier soir, j'ai beaucoup discuté de ça, puisque Jean-Pierre était à côté de moi. Et il me dit non, il s'est passé quelque chose, mais comme avec les contactés toujours, il y a souvent quelque chose au départ, et après, ça part en live, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que, par exemple, ce phénomène a une partie mensongère, très mensongère. Le cas de Lompoc, en Californie, très bien enquêté par Jacques Vallée, très très bien enquêté. Je connais ce cas-là. Tu te rends compte qu'ils ont été aspirés dans l'objet, les 4, en se voyant en bas dans la voiture, donc ça veut dire en clair que leur conscience a été délocalisée par le phénomène, et elle s'est retrouvée face à un gars blanc, genre que te décrivent les contactés, qui lui a donné, je vais vous faire un cadeau, ce qui arrive très souvent à la fin, on remet un secret ou un cadeau. Il lui a donné les plans, il lui a imprimé dans la tête les plans d'une machine qui allait révolutionner l'humanité, parce que c'était la machine à produire de l'énergie à partir de rien. C'est un vieux thème, tu regardes certains magazines, tu as toujours un article tous les mois là-dessus, tu as l'ingénieur dans sa cave en Algérie, il est en train de travailler sur un truc. C'est un fantasme récurrent. Donc il lui a donné ce plan. Et il a rencontré cette femme, qui était un cadre élevé, donc gagnant très bien sa vie, d'un niveau d'éducation quand même élevé. Voilà. Elle passait ses week-ends et tout son argent, et elle en gagnait des dollars, à essayer de construire l'appareil d'après les plans qu'elle avait mis sur le papier, qu'elle avait dans la tête. Jacques Vallée, elle a montré le plan à Jacques Vallée. Il lui a dit, mais enfin, ça n'a ni queue ni tête, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera jamais, ça ne peut pas marcher. C'est un mensonge. Et c'est pourtant quelque chose qu'on lui a dit un peu comme dans un rêve et qu'on lui a imprimé dans son cerveau. Donc, des cas comme ça, tu en as beaucoup. Beaucoup. Tu as même des cas plus simples. Nous venons de Mars... dans les années 50, le phénomène disait nous venons de Mars, quoi. On en parlait. De Vénus. De Vénus, de Mars, les Martiens, les Vénusiens. De Pimpin les oies. Il y en a même un au Mexique qui a dit il faut croire en nous, mais pas trop. Il a dit au témoin, tu te rends compte. Donc tout ça doit permettre de relativiser un peu toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, les cas de contactés sont, avec les réseaux sociaux, ça y va plein pot. C'est lié au cas d'abduction aussi. Et donc, à l'époque, on ne voulait pas en entendre parler, parce que c'était lié aux sectes, c'était lié... Souvent les mecs montaient une secte après, donc tu avais tout ce méli-mélo là au milieu, les ufologues sérieux disaient non,
Ouais, exact. Non. Même si tu remontes encore plus loin, les RR3, non. Non. Et tu as un tas de choses comme ça, que j'ai vues, hein, que j'ai entendues, où c'était très cadré, très matérialiste, quelque part, très technologique. Et le but, c'était pas de comprendre ou quoi, c'est de se faire reconnaître par le système scientifique. Et, alors évidemment, c'est pas de comprendre. Puis les mecs s'en foutaient de comprendre, à la limite. Tu vois, c'est... bah oui, Plantier a écrit un livre dans les années 50, on sait que les soucoupes volantes n'ont pas de gravité, elles annihilent la gravité par un système technologique, évidemment, et voilà. Et ça suffisait, quoi. Ça vient de pas très loin, ils sont un peu en avance sur nous, mais pas trop. Voilà les discours que tu entendais. Contacter, pas question. Voilà. Aujourd'hui, ça a évolué. Il y a aussi un autre aspect de l'ufologie qu'on parle peu, qu'on parle maintenant, parce que Joël Ménard, il a écrit un livre, Affrontement extraterrestre, c'est les RR6. Oui, oui, oui. Alors ça se complexe, tout ça se complexifie, s'additionne, fait des bouquins, fait des machins. Et ça ajoute, à mon avis, un peu plus de confusion, une confusion généralisée à tout ça. Il faut quand même un peu cadrer les choses et essayer de... il faut s'intéresser à une anomalie quand elle est intéressante, qu'elle peut apporter quelque chose. Mais après, il faut quand même garder un corpus de cas relativement bien enquêtés, par quelqu'un de connu, avec de l'information, parce que l'ufologie n'est rien d'autre qu'une question de sémantique et d'information, vu que c'est humain. Et comme je vous l'ai dit, je comprends ceux qui pensent, avec d'excellents arguments d'ailleurs, que c'est endogène. J'ai été dernièrement, il m'a appelé, on lui avait donné mon numéro, je ne sais pas si tu connais Laurent Kaprowitz. Oui. Bon, Laurent Kaprowitz, il perpétue la tradition des années 75 de gens, comme Pierre Viroudy, comme bien d'autres, qui penchaient pour une hypothèse endogène. Et parapsychologique au passage. Bon. Et Laurent, qui est quand même un professeur d'université, qui est un docteur en sociologie, qui n'est pas n'importe qui. Parce que tous ces gens-là, tu sais, dans le milieu ufologique, le niveau intellectuel n'est pas très élevé, le niveau de diplôme n'est pas très élevé. En revanche, les 5% qui sont pour une thèse endogène, tu regardes le niveau, tu prends peur. Hein. C'est un niveau, tu aimerais bien l'avoir. Donc c'est des gens intelligents qui réfléchissent, qui ont des arguments, comme Laurent, il a des arguments, qu'on ne veut pas entendre, évidemment, c'est la levée de bouclier dans le milieu ufologique, mais on a tort, parce qu'il faut les écouter, et écouter les arguments, parce qu'ils peuvent nous amener des informations extrêmement intéressantes et des raisonnements intéressants. Donc, ils pensent que c'est endogène, et pourquoi le pensent-ils? Parce que le phénomène, tout simplement parce que ce phénomène, une des caractéristiques, la dernière, c'est l'effet spéculaire, c'est la dimension spéculaire, c'est-à-dire en miroir de nous-mêmes. Et il y a ce côté mensonger, parce que ça ressemble beaucoup à l'inconscient, ça. Il y a des trucs, j'en ai discuté avec Laurent, je lui ai apporté de l'eau à son moulin, non pas que je sois sur cette position, hein, pas du tout, mais quand je lui ai dit certaines choses, concernant les Men in Black par exemple, attends, t'as un Men in Black qui rentre chez la bonne femme, le Men in Black est l'abruti de l'ufologie, c'est l'idiot du village ufologique. Donc il rentre chez la personne, et à un moment, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est ce machin là, au mur? Et il fait, ben c'est une horloge. Ouais. Et ça sert à quoi? Il dit, ben ça sert à mesurer le temps. Et il la regarde et lui fait, mais qu'est-ce que c'est que le temps? Or ça, tu en parles à 10 000 psys, ils te répondront tous pareil, ils connaissent par cœur, c'est le propre de l'inconscient. Le propre de l'inconscient. L'inconscient ignore le temps. Donc on a une manifestation, alors évidemment ils pensent que c'est endogène, et il faut les écouter. Moi je les écoute, j'écoute les arguments. Alors, ceci dit, on sait aussi que la dimension conscientielle du phénomène OVNI se manifeste à nous souvent par le biais de nos structures mentales, d'où les effets de mimétisme et le domaine spéculaire. À partir de là, le biais de nos structures mentales, ça veut dire notre conscience telle qu'on l'entend, ça peut vouloir dire l'inconscient aussi, si on part d'un point de vue vrai. Donc ça pourrait expliquer ça même dans une perspective exogène. Donc vous voyez, c'est pas simple. Et il faut prendre tous ces éléments en considération, et c'est pour ça que si vous avez des doxas trop fortement établis, ben vous devenez cinglé. Par contre, je voudrais faire intervenir Anne. Oui. On parle beaucoup des missing time, mais dernièrement tu m'as parlé d'un cas où le temps a été accéléré. Et pas... Oui, alors je sais plus lequel c'était. C'est chez Joël Ménard que tu as dû trouver ça, oui, puisque c'est lui, à ma connaissance. Un des témoignages qui était là-dedans. Il en parle, oui. Ils sont arrivés plus tôt que ce qu'ils auraient dû. C'est ça, le père et son fils.
Ouais, ils étaient en déplacement. Oui, c'est ça, c'est le père et son fils. Oui, ils sont venus chez la mère et c'était, ils sont venus... beaucoup trop vite. Oui. Alors c'est un des rares cas, c'est une anomalie, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça une anomalie, parce que j'ai toujours fait une différence entre les anomalies et les caractéristiques. Hein. Il y a 5-6 caractéristiques au phénomène OVNI. Qu'est-ce qu'une caractéristique? C'est quelque chose qui est présent dans 80 à 90% des témoignages, tout confondu. Hein, tout confondu. Par exemple, les déplacements hors normes en violation de nos lois physiques, c'est la première caractéristique qu'on connaît, par ordre chronologique, c'est présent à presque 100%. Bon, les émissions de lumière, on le sait depuis le début, mais les statistiques sont tombées en 2000, c'est 95%. Il y a toujours une histoire de lumière, même petite, mais il y a toujours. Donc voilà, il y a un certain nombre de caractéristiques. Et ensuite, il y a des anomalies qui sont tout aussi intéressantes, mais une anomalie qui vient rompre un petit peu le schéma classique, ça peut être 0,1% par exemple. Tu vois, par exemple, la vision améliorée à distance, c'est une anomalie. Il y a peut-être 2-3 cas en France, et puis il doit y avoir 10 cas ou 15 cas au niveau mondial. Ça représente 0,1% de l'ensemble. C'est une anomalie. D'un certain point de vue, on pourrait dire qu'une caractéristique est une anomalie qui a réussi. Voilà, elle s'est imposée comme ça. Il y avait ça aussi au niveau du triangle des Bermudes. J'ai relu il n'y a pas longtemps Charles Berlitz. Ouais, mais c'est moins sûr. Hein, et donc l'avion qui arrive beaucoup plus tôt que ce qu'il aurait dû. Oui. Alors il se peut qu'il y ait des déformations temporelles localisées, ce qui n'est pas du tout du goût de la science, c'est impossible. Bon, mais pourquoi pas, parce que quand tu as des trucs comme ça, si c'est vérifié, ça pose quand même des questions. Mais au niveau du phénomène OVNI, de certaines rencontres rapprochées, dont on ignore le taux statistique exact, hein, c'est entre 15 et 20%, mais c'est peut-être plus, parce qu'on ne s'aperçoit pas de tout. Ce qu'on appelle l'effet dose, on a été trompé par ça pendant des décennies, hein, avec l'effet dose. C'est un joli nom, c'est poétique, c'est tout ce que tu veux, il y a des références littéraires, mais en vérité, l'effet dose, Philippe Guillemot en parlera demain, c'est une déformation temporelle locale induite par le phénomène, et l'intérêt de ce modèle, émis par Philippe, hein, c'est que pour moi, non seulement il cadre avec ce qu'il y a au monde du terrain, mais il cadre avec quelque chose de beaucoup plus important, il explique l'élusivité. Voilà, selon des modalités qu'il vous expliquera, que je connais très bien. Alors moi je m'en étais aperçu, mais sur un plan plus général, je ne suis pas physicien, mais lui, là vraiment il rentre un petit peu dans le détail, et tu comprends mieux comment le phénomène peut être élusif. Parce que ça, il faut bien comprendre ça. Mais pour comprendre ça, il faut avoir fait du terrain pendant longtemps. Oui. Voilà. Tu te trouves dans des situations où tu arrives par chance, on va dire entre guillemets, tu arrives, mettons, une semaine après l'affaire, qui s'est déroulée dans la Cambrousse, peu importe. Et tu t'aperçois en faisant l'enquête, avec le témoin éventuellement, hein, tu fais une reconstitution sur les lieux, et tu t'aperçois que là, il y a une route qui passe, qui est d'habitude très très fréquentée. Et le témoin te dit, mais il n'y avait aucune voiture. Bon, ah mais en face, à 150 mètres, il y a une maison. Donc tu vas voir la maison, tu rencontres le propriétaire. Ah, il te dit oui, j'en ai entendu parler, mais pas de chance. Pas de chance. Ce jour-là, j'étais dans le jardin derrière, j'ai rien vu. Alors une fois, effectivement, c'est la faute au hasard, c'est la faute à pas de chance. Mais quand ça se produit 10 fois, 100 fois, il arrive un moment, pareil, tu franchis un seuil dans le nombre de cas, tu te dis, mais attends, là, le pas de chance, ça va bien 5 minutes, quoi, mais il y a autre chose. Et la théorie de Guillemot répond à ça. Elle explique pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est pourquoi je dis que c'est peut-être le meilleur outil dont on dispose actuellement sur la modélisation de ces apparitions. Et c'est sûr, il y a une distorsion temporelle, le temps est dilaté au niveau de l'apparition. Et c'est pour ça que les témoins voient le truc apparaître pendant 2-3 minutes, et puis ils arrivent chez la belle-mère, c'est 1h30 plus tard. Voilà. Alors, c'est pour ça que le cas dont tu parles, là il y a eu un truc en sens inverse, c'est une anomalie parce que c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Donc c'est à souligner, c'est intéressant, je trouve. Est un bon en mathématiques, il s'est intéressé à la physique quantique, donc tout de suite il a compris ce que je disais, et je lui ai cité Bernard d'Espagna qui ne connaissait pas, qui est quand même peut-être le plus grand physicien français récent, disons, hein, et qui a écrit Le réel voilé, et Bernard d'Espagna, en tant que physicien quantique, avait compris qu'il y avait nécessairement une part d'idéalisme dans notre
dans notre appréciation du monde, des réalités du monde et de l'univers, mais à quel degré? C'est tout le problème. Comme dit Feynman, Richard Feynman, il nous manque une théorie de la conscience. Oui, évidemment. Mais le problème, c'est que Bernard d'Espagna dit, au bout du compte, il conclut qu'il est pour un système mixte. Parce que, il te dit très justement une boutade, mais c'est profond, il a tout à fait raison. C'est pas parce que si tu vas au bout de la logique de l'idéalisme, tu obtiens des choses difficilement concevables. Et Bernard d'Espagna dit, attention, c'est pas parce que vous pensez à un billet de 500 € qu'il apparaît sur la table. Et c'est tout à fait vrai. Donc il est plutôt, il admet que la physique quantique nous montre qu'il y a une part de conscience dans ce que nous nommons réalité, et donc dans les lois de l'univers, mais il est pour un système mixte. Voilà. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, en gros, son avis, et je ne le contesterai pas, parce que d'abord c'est un immense physicien, et puis c'est un petit peu ce que je pense pour d'autres raisons aussi. Donc voilà. Eric, je te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions, celles de Bruno ici, présent aussi, et celle d'Anne aussi. Ben, je vous en prie, j'étais là pour ça, enfin, surtout pour vous voir d'ailleurs, pas pour ça, mais au passage. Voilà, merci.